Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sciences sociales et patrimoine. Ouvrage d'Emmanuel Amougou. Étalements urbains. Critique sociale d'une fatalité urbaine. Préface de Benedict Weber, édition L'Harmattan, Paris 2010. Architecture et ethnographie au XIXe siècle. Lecture des conférences de la Société centrale des architectes français, édition L'Harmattan, Paris 2008. Les grands ensembles. Un patrimoine paradoxal, préface de Francis Cuillet, Grand Prix de l'urbanisme 2006, édition L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2007. La question patrimoniale. De la patrimonialisation à l'examen des situations concrètes. Ouvrage collectif, sous la coordination de E. Amougou. Édition L'Harmattan, Paris 2004. Le journal du siège de Strasbourg. 13 août au 26 septembre 1870. Jules-Édouard Dufresnoy, 1846 à 1916, édition L'Harmattan, collection Graveurs de mémoire, Paris 2004. La construction de l'inconscient colonial en Alsace. Un village nègre sous le froid, préface de Pierre Bourdieu, édition L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2002. Propos sur le métissage, destiné aux générations de l'an 2000, édition L'Harmattan, Paris, 2001. La réhabilitation du patrimoine architectural. Une analyse sociologique de la domination des notables, préface de Christian de Montlibert, édition L'Harmattan, collection Logique sociale, Paris 2001. L'espace de l'architecture, avec la collaboration de André Kocher, édition L'Harmattan, collection Ville et Entreprise, Paris 1999. Afro-métropolitaine, émancipation ou domination masculine, préface de Jean Ziegler, édition L'Harmattan, collection Études africaines, Paris 1998. Étudiants d'Afrique noire en France, une jeunesse sacrifiée? Préface de Christian de Montlibert, édition L'Harmattan, collection Études africaines, Paris 1997. Chez MENAIBUC. Symboles et châtiments. Regard sociologique sur l'inconscient scolaire colonial en Afrique noire francophone, édition MENAIBUC, Paris 2006. Par-delà la couleur. Un sociologue africain et la presse en Alsace, édition MENAIBUC, Paris, 2006. Pour mon fils Julien Nicolas Amougou Mebala, 11 ans, qui, depuis quelques années, est séduit par la richesse des patrimoines architecturaux et archéologiques, et souhaite plus tard devenir architecte. Paris, 3 décembre 2010. Préface. Définir le concept de patrimoine, c'est s'attaquer à une notion par essence extensive et fluctuante, non seulement dépendante de la sensibilité des individus, mais aussi de celle de la société qu'ils constituent. Des sensibilités parfois contradictoires, voire carrément antagonistes, qui s'enrichissent l'une de l'autre, s'influencent, se modifient au fil du temps, mais convergent pour dresser l'inventaire de ce qu'une génération devrait léguer aux générations suivantes. Rien de moins figé et de plus inflationniste en effet que ce legs, tant on a vu la définition s'épanouir et intégrer de nouvelles acceptions, depuis qu'a été admise l'idée qu'un patrimoine historique se préservait et se transmettait dans le cadre de la codification administrative initiée au XIXe siècle. À l'origine, regard axé sur le passé, le recensement du patrimoine se voulait aussi exhaustif que possible, tout en se limitant volontairement dans ses effets. On ne retenait que les incontestables chefs-d'œuvre qui témoignaient de ce qu'une civilisation appréhendée à une époque historique donnée avait produit d'exceptionnel. On peut se demander pourquoi cette idée naît à ce moment-là, quand les siècles passés ont été si prolixes en destruction et en reconstruction, sans guère se soucier de préserver un état antérieur sauf nécessité. Est-ce le clivage induit par la Révolution française et la prise de conscience, au regard des dégradations qui s'opèrent alors, d'un avant et d'un après? Est-ce plutôt l'intérêt, au regard du progrès technique, pour les prouesses stéréotomiques et l'art de bâtir des anciens? Quoi qu'il en soit, constatons qu'en 1804, lorsqu'on installe à Notre-Dame de Paris le décor provisoire du sacre de Napoléon, nul ne s'inquiète du vandalisme commis sur les structures et décorations gothiques par les architectes de l'empereur. Or, 20 ans plus tard, lorsqu'on procède à des opérations similaires à Reims pour le sacre de Charles X,
c'est un tollé général chez les intellectuels du temps qui stigmatise le manque de respect pour l'œuvre des siècles. Dès les premiers temps de son élaboration, cette vision rétrospective du temps passé est d'abord culturelle, et par là parfaitement subjective. Le recensement patrimonial est un pur produit de l'éducation d'élite formatée dans le moule des humanités classiques et pétrie de gréco-romanité. En plein romantisme, la notion de patrimoine était donc davantage fondée sur la signification esthétique ou historico-sentimentale d'une œuvre architecturale ou artistique donnée, celle-ci envisagée par rapport à l'ensemble de la production d'une époque, que sur sa contextualisation sociale. Surtout, elle était dépourvue d'une approche critique sur la valeur de production plus récente, donc dans cette optique, forcément anhistorique. Enfin, la protection patrimoniale était un acte fort de la puissance publique, dans une époque où l'interventionnisme étatique était mal vécu et par conséquent limité. L'autorité écartait donc systématiquement les œuvres plus mineures. Cette vision est aujourd'hui obsolète. Le critère esthétique et la valeur artistique se sont vus, non pas effacés, mais largement complétés par une analyse beaucoup plus sociétale du fait patrimonial. Il ne s'agit plus seulement de constater qu'un édifice a été construit, qu'il est menacé et qu'il participe par son unicité, son exemplarité ou sa beauté, de l'histoire et du génie de la nation. Mais pourquoi il l'a été de telle façon, à tel moment et pour tel usage? N'est donc plus seulement patrimoine ce qui élaboré hier, émeut aujourd'hui et justifie d'émouvoir demain. C'est aussi ce qui incarne à un moment T les valeurs d'une société, comme ses erreurs, ses bégaiements et ses réussites, dans ses dimensions architecturales, paysagères ou urbanistiques. Cela signifie également que le simple critère émotionnel a évolué dans ses contours. L'usine, avec ses chevalets ou ses hauts fourneaux, porte en soi une valeur sentimentale, différente de celle d'une cathédrale, mais non moindre. Cela signifie enfin que l'œuvre monumentale et unique n'est plus seule prise en compte. Le quartier, la ville elle-même ont à une plus grande échelle vocation à être considérée comme un fait patrimonial. En quelque sorte, Viollet-le-Duc, à Carcassonne, tend la main par-dessus plus d'un siècle à Malraux et ses secteurs sauvegardés, comme aux divers labels décernés par l'UNESCO. Ainsi, combiné avec la crainte de passer à côté d'un élément patrimonial majeur, perdu pour les générations futures si les protections légales ne sont pas mises en œuvre, cette nouvelle acception inclut non seulement les œuvres survivantes du passé, majeures ou non, mais aussi celles d'hier et d'avant-hier, allongeant indéfiniment l'inventaire. De la sorte, la production des chemins de grue dans l'urbanisme des grands ensembles rejoint celle d'un maître verrier du XIIIe siècle ou d'un architecte des Lumières, sans qu'il soit question de hiérarchie des valeurs. Dès lors, à toutes ces œuvres individuelles ou collectives, la puissance publique tentera d'assurer la pérennité. Or, c'est sur ce point précis que l'analyse individuelle du citoyen lambda entre souvent en conflit avec la vision institutionnelle, administrative ou politique, la notion même de passé connaissant ici quelques fluctuations. En effet, pour la majorité des individus, le passé garde sa dimension transcendantale historico-esthétique. Quoique l'époque originelle en soit désormais éloignée, la vision populaire du patrimoine n'en reste pas moins sous l'emprise de l'émotion mériméenne. Pour l'institution, le passé est constitué dès lors qu'on échappe au présent. Point n'est alors besoin de l'onction des siècles pour remarquer et protéger ce qui mérite de dialoguer avec l'avenir. Encore que rien ne soit figé. La thèse générale, vue du corps social, serait plutôt à accepter, en tant qu'élément patrimonial, tout ce qui relève indistinctement d'un passé consacré, et non plus seulement les monuments dits majeurs, alors que la protection de créations modernes reste quant à elle sujette à caution. Ainsi, l'hôtel Louis XV Napoléon III, l'église néogothique ou la mairie d'arrondissement revêtent la même importance que n'importe quel hôtel du XVIIIe siècle, chapelle médiévale ou site archéologique. Cette dérive pointe d'une part la difficulté culturelle ou la carence éducative à hiérarchiser les époques et le sens des œuvres, historiques, mémorielles, technologiques, etc. D'autre part, on ne peut nier le lobby que représente l'intérêt bien senti de particuliers ou d'édiles, à faire sacraliser par une protection légale, et les subventions qui l'accompagnent, toute production humaine un tant soit peu originale, comme une œuvre patrimoniale, dès lors qu'on peut lui trouver une signification, et bientôt un usage spécifique. Si l'équation, ancienne égale patrimoine égale préservation à tout prix, à la peau dure au sein de la société française,
c'est que la patrimonialisation est le signe clair d'une inquiétude sociale, où le passé est d'abord un refuge, l'exaltation de l'âme nationale dans ce qu'elle a eu de grand, certes, mais aussi le refus de rêver le futur et de s'y projeter. Que l'équation soit poussée jusqu'à l'absurde, et l'on pourrait voir demain la fabrication ex nihilo, comme chez nos voisins d'Allemagne, d'un patrimoine aussi factice dans sa réalité qu'émotionnellement chargé. Que sont en effet les reconstructions du palais ducal de Brunswick ou du château royal de Berlin, en attendant celles du Stadtschloss de Potsdam? Sinon un déni historique, destiné par l'apparence formelle du langage architectural, à renouer les fils de la mémoire, indépendamment de toute réalité sociologique ou historique? Sentimentalité? Disneyland version intello? Cache-misère du mal-être sociétal? Du moins les reconstitutions monumentales auxquelles excellaient naguère les expositions universelles avaient-elles des vertus pédagogiques, mais ces objets restaient toutefois temporaires. Ce que ne sont ni le palais de Ceausescu à Bucarest, ni la basilique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, absurdités architecturales, mais authentiques exemples d'un patrimoine autogénéré et autoproclamé. Le point de vue institutionnel français sur la classification patrimoniale évoluerait plutôt quant à lui vers des révisions aussi drastiques qu'inavouables. Après avoir classé et protégé des œuvres parfois très récentes, et ce en nombre important, après avoir cédé à la pression émotionnelle pour prendre en considération des productions mineures, mais plus ou moins anciennes, ou plus ou moins menacées, la collectivité se retrouve en charge d'une collection de monuments à la fois disparates et pléthoriques. La crise économique aidant, l'État et ses partenaires ne trouvent plus les moyens d'en assurer globalement l'entretien et la préservation. Sauf à sacrifier sur d'autres dépenses culturelles ou autres. D'autant que les techniques mêmes de restauration, de plus en plus sophistiquées, génèrent des coûts exponentiels. N'est-on pas ainsi passé en un demi-siècle du désastreux bouche-à-rage de la pierre au traitement laser? Autant de raisons qui expliquent que l'on se retrouve à faire, au sein de cet immense inventaire des œuvres patrimoniales, moins des retranchements, ce qui serait salutaire et vaudrait affichage d'une compréhension claire du problème, alliée à une réflexion sur les postulats initiaux, qu'à établir une hiérarchie parallèle entre ce qu'on sauve à tout prix et ce qu'on laisse lentement, délibérément se déliter, jusqu'à déclassement pour cause d'irrécupérabilité. Entre ces deux extrêmes, tout un saupoudrage de subventions destinées à masquer la déliquescence de tout notre système de protection patrimoniale, mais aussi une insuffisance chronique dans l'analyse qu'une société doit avoir du fait patrimonial. Sans parler que ce refus d'un choix clair, argumenté et validé de concert par les intellectuels et l'institution, débouche sur la mercantilisation à outrance de l'objet patrimonial. Celui-ci doit sécréter par lui-même les moyens de ses propres exploitations et survie. Qu'on est loin des buts des pères fondateurs. À l'image un peu désuète du génie de la nation, des carences pointées substituent la politique, non pas seulement triviale, mais désastreuse dans ses conséquences, du tiroir-caisse. Il faut donc souligner le rôle des intellectuels et universitaires qui œuvrent à redéfinir un corps doctrinal autour de la préservation patrimoniale, intégrant les acceptions nouvelles et la pluridisciplinarité dont elle doit ressortir. C'est notamment le rôle d'une sociologie de la question patrimoniale, qui, enlevant le débat au seul « homme de l'art », dont la parole était jusqu'alors seule autorisée, le porte sur l'arène intellectuelle. C'est tout le sens de l'ouvrage d'Emmanuel Amougou, qui a ce grand mérite de combiner à une analyse des faits objective et sans concession une vision prospective, à la fois aiguë et argumentée. Philippe Cougrand. Auteur de romans, de nouvelles et de scénarii, il est lauréat du prix littéraire d'Aquitaine 2007 pour son roman Mortel Estuaire. Introduction, sociologie et patrimoine. De toute façon, quelle que soit la direction d'où viennent les pressions, un homme qui étudie la société et qui ne s'embarrasse pas de tergiversations et de propos agréables pour dissimuler ses desseins, a peu de chances qu'on le laisse en paix comme on le fait avec ses collègues des sciences naturelles. Et puisque tout le monde n'a pas le cœur de se livrer à un combat sans fin pour conserver son intégrité intellectuelle, la plupart des spécialistes des sciences sociales se tournent vers les problèmes, les méthodes et conclusions qui, quelle que soit leur stérilité, risquent le moins de déplaire aux puissants ou à la foule. Stanisław Andrzeski. Les sciences humaines. Sorcellerie des temps modernes.
S'il y a au moins un constat aujourd'hui qui puisse faire l'unanimité des chercheurs en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement en sociologie, c'est non seulement la multiplication des problématiques de recherche, mais également les modes d'implication des chercheurs aussi bien dans les questions dites sociales que dans celles qui répondent aux exigences de la démarche sociologique. Cette diversité d'implication n'est pas sans poser quelques questions, au moins en ce qui concerne la discipline sociologique, sur son autonomie relative et ses relations avec les déterminations sociales provenant d'autres univers de production de connaissances ou de pratiques vis-à-vis desquelles la sociologie doit affirmer sa spécificité. Pourtant, au regard des pratiques de nombre de sociologues, tout semble indiquer qu'une telle affirmation ne relève pas d'une évidence collectivement partagée. Tout se passe comme si, à chaque problématique ou orientation de recherche, correspondrait un type de sociologie particulière. A-t-on besoin de rappeler toutes les formes de sociologie qui parcourent le champ de production des connaissances du monde social depuis quelques années, pour s'en convaincre? Ne parle-t-on pas de nos jours, dans ce champ hétéronome, pour ne citer que quelques-unes, de la sociologie urbaine, de la sociologie de la fabrication des espaces, de la sociologie de la production architecturale, de la sociologie de l'expérience, des sociologies de la modernité, de la sociologie de l'art, etc.? En ce qui concerne notre champ de compétences, le patrimoine ou les espèces de patrimoine, historiens, anthropologues, psychologues, philosophes, archéologues, géographes, etc. y sont fortement investis. Et l'implication de ces différentes disciplines sur les problématiques patrimoniales aura contribué de manière évidente aux différentes définitions des catégories patrimoniales, à leurs extensions sur des objets divers mais aussi à la mise en conformité de ces mêmes catégories avec les politiques patrimoniales de l'État français et de celles des institutions internationales de légitimation. Dans cette mouvance, ou si l'on préfère, dans cette obsession patrimoniale qui envahit l'univers savant, la sociologie, peut-on le noter, reste relativement silencieuse voire timide si l'on exclut quelques travaux qui de toute évidence restent dans les tiroirs des archives universitaires ou répondent à une demande étatique de légitimation de la démarche officielle, appel d'offres sur l'inventaire du patrimoine, séminaire des spécialistes du patrimoine organisé, entre autres institutions, par le ministère de la Culture et de la Communication, ou ses organismes décentralisés, etc. Un certain nombre de travaux de recherche sur les questions du patrimoine sont fortement articulés à cette logique de légitimation qui, en se fondant sur les démarches comparatives et interdisciplinaires, n'en reste pas moins productrice du sens souhaité par les instances légitimes. On peut comprendre dans une certaine mesure la marginalité de la sociologie, ou d'une forme de sociologie par rapport à cette fraction du champ de production du patrimoine. Un champ au sein duquel les disciplines historiques restent fondamentalement dominantes. Histoire, archéologie, ethnologie, anthropologie, etc. Et dans la mesure où le patrimoine semble s'appuyer essentiellement, et non exclusivement sur la dimension mémorielle des objets ou des espaces, on comprend que ces disciplines puissent être aux premières loges. La sociologie, bien que travaillant elle aussi sur ou à partir de la mémoire, ne peut que prendre cette dernière comme élément structurant du patrimoine tant elle considère la dimension mémorielle d'eux, comme une construction socio-historique. Les travaux de Maurice Halbwachs III ne sont-ils pas là pour témoigner de cette logique? Lui qui a montré, comme le rappelle assez justement Jean-Pierre Lévy à propos des expropriations à Paris au cours des expériences haussmanniennes que les systèmes de prix immobiliers constituent des objets sociologiques spécifiques communs à l'ensemble des habitants, une forme de mémoire collective des lieux qui traduit en termes monétaires la géographie sociale de la ville, c'est-à-dire la manière dont les différents groupes sociaux se sont répartis dans l'espace urbain. Les prix les plus élevés des beaux quartiers se justifient moins par un comportement défensif vis-à-vis des habitants plus modestes, que par le désir d'affirmer son appartenance à une catégorie sociale valorisée. 4. L'analyse de Norbert Elias sur les relations existant entre la société de cours et les structures et significations de l'habitat témoigne tout autant de cette valeur fondamentalement sociale qui se cristallise sur l'espace et sur l'architecture, c'est-à-dire sur ce qui peut être considéré ou consacré comme patrimoine. Pour le dire autrement, le ou les patrimoines ne peuvent pas être appréciés, d'un point sociologique, en dehors des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être socialement désincarnés. Et de ce fait même,
Ils ne peuvent que relever de la sociologie et ou de l'anthropologie. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que les constructions architecturales et l'investissement des espaces urbains notamment relèvent des stratégies des groupes sociaux et de leur position dans l'espace social ? Stratégies et positions sociales qui ont pour effet de conférer aux espaces investis de la valeur, constitutive de la dimension patrimoniale. À des réalisations architecturales de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle en France, Christian de Montlibert a bien montré cette transmutation des valeurs sociales vers les valeurs spatiales, architecturales et esthétiques. Ainsi dit-il. Pour bien comprendre cette dynamique, il faut savoir que ces bâtiments ont été, au moment de leur construction, investis, parce qu'ils étaient construits par les membres des classes dominantes, d'une valeur considérable. Comme la culture d'une époque est fondamentalement liée aux rapports sociaux, ne serait-ce que pour les surplus qu'il faut amasser pour permettre cette consommation ostentatoire qu'est l'esthétisation des formes de l'appropriation spatiale, elle ne peut que s'investir dans la matérialisation des modes de vie des dominants. Aussi les espaces bâtis de ces hôtels particuliers reflètent-ils étroitement le mode de vie noble, et plus encore les systèmes sociaux qui régissaient l'espace social dans lequel évoluaient la noblesse et la bourgeoisie aisée. Bien plus, le même sociologue décrit les mécanismes des agents de diffusion des valeurs liées à ces réalisations architecturales. L'esthétisation de cette matérialisation du mode de vie noble suppose pour être appréciée l'existence de cercles de connaisseurs qui, en approuvant ou désapprouvant, créent une dynamique d'opinion et de croyance. On comprend que la valeur que prennent ces constructions dépend encore une fois des rapports sociaux et de la position des groupes dominants. Ainsi, la valeur des bâtiments ne dépend pas seulement des investissements réalisés dans l'objet, mais aussi des jugements qui sont portés sur lui. On comprend dans ces conditions que la valeur des hôtels du XVIIe, du XVIIIe soit très élevée. Elle est composée de la valeur de la construction proprement dite, foncier, matériaux, travail, majorée de la valeur symbolique qui est à son tour fonction du rang des propriétaires, de la valorisation de leur mode de vie, de l'esthétisation des formes, des opinions d'un public de connaisseurs. 5. De la même façon, certaines études ethnologiques ont montré que l'espace habité est fortement lié au modèle culturel, l'ensemble structuré de normes et de pratiques ayant pris forme de conventions pour un groupe déterminé. Yvonne Bernard et Michel Jambussis, travaillant à partir d'une enquête de 50 personnes sur le thème de la décoration des intérieurs de leurs appartements, ont très bien décrit la manière dont cette activité spécifiquement humaine permet de comprendre la différenciation sociale entre groupes sociaux. C'est sans doute pour tenter de se démarquer de certaines lectures et analyses, très souvent substantialistes et ou essentialistes, fondées pour une bonne part sur les positions et pratiques de certains agents des univers scientifiques, administrativo-politiques, techniques et ou artistiques qu'une sociologie du patrimoine peut contribuer, à sa manière, à la compréhension des mécanismes sociaux qui sont au principe de la construction des catégories patrimoniales et des enjeux qu'elles peuvent recouvrir à un moment donné d'une formation sociale. Cela dit, au regard de la multiplicité des sociologies que recouvre le champ de production des connaissances sur le monde social aujourd'hui, il serait tentant de penser qu'une sociologie du patrimoine constitue une sociologie spécifique. À l'évidence, non. Il s'agit, comme on peut s'en douter, d'un regard sociologique. Mais d'un regard critique qui doit nécessairement s'appuyer autant sur les savoirs cumulés que sur les outils et méthodes de la sociologie relatifs aux questions qu'elle se pose par rapport aux problématiques liées au patrimoine. Puis-je nécessairement rappeler que toutes les dimensions à partir desquelles se construisent les valeurs architecturales patrimoniales font partie des regards et analyses sociologiques dont doit se nourrir une sociologie du patrimoine, production architecturale, fabrication des espaces, mémoire, représentation sociale, domination sociale, esthétique et création, la reproduction sociale, conflits et antagonismes sociaux, circulation des idées, etc. Bref, un ensemble de productions des connaissances sociologiques qui permettent de mieux explorer le champ patrimonial au plan local, national ou international. Et dans la mesure où il n'existe pas de patrimoine indépendamment des conditions sociales objectives à partir desquelles il se fabrique ou se constitue, sans doute que l'une des orientations d'une sociologie du patrimoine devrait s'articuler aux conditions sociales qui rendent compte du passage d'un objet, quel qu'il soit, au statut de patrimoine. Il s'agit ici de processus de patrimonialisation.
Ces processus, au regard des recherches sur le patrimoine, ne semblent intéresser qu'un nombre limité de chercheurs, tant la patrimonialisation se réduit pour nombre d'entre eux, à un ensemble d'opérations pratiques ou techniques opératoires qui concourent à la remise en l'état des objets considérés comme patrimoine. Rénovation, réhabilitation, conservation, classement, etc. C'est, me semble-t-il, à travers les conduites et les résultats envisagés de ces opérations que s'élaborent les demandes des professionnels ou des agents politiques en direction des sociologues, des historiens ou des archéologues qui doivent apporter leur caution scientifique ou savante aux objets retenus arbitrairement. Ici, la consécration d'un objet au titre de patrimoine peut renvoyer non seulement à la consécration cette de son auteur, mais également à la position et au groupe auquel il appartient socialement dans le champ de production artistique, esthétique ou architecturale par exemple. Pourtant, une objectivation critique de ces processus nous paraît féconde et d'une importance non négligeable. Ces différentes opérations, au plan sociologique où nous l'entendons, ne constituent que des phénomènes particuliers au sens de Norbert Elias, constitutifs du processus de patrimonialisation globale que doit analyser la sociologie. C'est peut-être l'une des contributions décisives de la sociologie critique dans la compréhension des phénomènes ou mécanismes qui caractérisent la frénésie patrimoniale, qui semble caractéristique des formations sociales actuelles. Mais un tel investissement de la discipline sociologique ne peut ignorer les imbrications ou les interdépendances que tout processus social peut entretenir avec d'autres processus sociaux. Le processus de patrimonialisation, aussi spécifique soit-il, n'est ainsi appréciable que par rapport à d'autres processus sociaux dans lesquels il est imbriqué, processus de différenciation sociale, processus d'intégration économique des objets patrimoniaux, processus de légitimation des catégories de pensée par la circulation des idées et pratiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.